Bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires, l'émission socio-économique de la diaspora africaine. Et merci pour votre fidélité. Nous sommes à l'Université Paris-Est Créteil, à la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat des étudiants, à l'événement Doing Business in Africa. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de cet événement. Pourquoi entreprendre en Afrique? Quelles sont les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo? La visite des labos de l'université par le professeur Emile Ngoyi Kasongo et les ateliers qui ont animé cet événement Doing Business in Africa, un reportage de Franzi pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Suivez. La troisième édition de Doing Business in Africa s'est tenue le 14 février à l'Université Paris-Est Créteil, organisée chaque année par le pôle entrepreneurial de l'UPEC en partenariat avec Valoris Consulting Africa. Cette conférence présente à plus de 140 étudiants porteurs de projets entrepreneuriaux de nouvelles opportunités dans un contexte plus large d'un marché mondialisé. Dès son arrivée à l'Université Paris-Est Créteil, le professeur Emile Ngoyi Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a été accueilli par Madame Nicole Bristowski, responsable du pôle entrepreneurial de l'Université Paris-Est Créteil. On a nos bureaux et puis surtout ce qui est intéressant. À la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo a rencontré Madame Carole Torriero, directrice des relations internationales, qui a présenté la politique internationale dynamique de développement des partenariats et des projets internationaux qui favorisent l'ouverture internationale qu'émène l'Université Paris-Est Créteil. Alors, cet entretien a été vraiment très enrichissant et intéressant sur plusieurs plans, tant sur le plan des perspectives éventuelles de collaboration avec la République démocratique du Congo, tant que sur le plan un peu personnel. Monsieur l'ambassadeur nous a parlé de son attachement qu'il avait à l'université et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant et intéressant d'avoir son ressenti en tant qu'alumni qui a valorisé finalement la formation qu'il avait eue à l'université et après son retour au pays. Que pensez-vous par rapport au partenariat que vous pouvez avoir avec la République démocratique du Congo, l'UPEC avec la République démocratique du Congo? Alors l'idée serait de commencer à développer de petits projets structurants autour de l'entrepreneuriat. C'est après tout l'objectif de la journée d'aujourd'hui, Doing Business in Africa. Et ensuite d'anticiper des projets un peu plus larges de collaboration autour de formation que l'UPEC pourrait développer avec ses partenaires et ses enseignants-chercheurs de l'Université de Kinshasa autour de thématiques économie, management, santé, donc différentes perspectives qui sont intéressantes. Alors, quels sont les partenariats que vous avez déjà avec certains pays africains? Alors, l'université est partenaire de nombreuses universités en Afrique, certains sur des projets bilatéraux de coopération, notamment avec l'Afrique du Nord. Et nous sommes engagés notamment dans un consortium avec l'Afrique du Sud autour des sciences satellitaires et des sciences technologiques, le FSATI. Donc nous avons déjà de nombreuses coopérations très structurantes en enseignement et en recherche. Alors aujourd'hui, admettons qu'il y a ces partenariats que nous souhaitons, que va bénéficier les étudiants ou la République démocratique du Congo par rapport à l'expertise qu'a IPEG? Alors l'idée est d'apporter l'expertise très francophone française de l'université, notamment sur les questions d'entrepreneuriat et de management et de sciences économiques. Donc l'idée est d'avoir justement des échanges pour apporter les connaissances les plus pertinentes pour les... La troisième édition de Doing Business in Africa a mis en honneur la République démocratique du Congo. C'était l'occasion pour le professeur Emile Ngoyi Kasongo de présenter l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et de jeter les bases des futurs partenariats entre l'Université Paris-Est Créteil et l'Université de Kinshasa. Et d'ailleurs, il y a une vision nouvelle que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de promouvoir. C'est ce que nous appelons la revanche du sol sur les sous-sols. Nous pensons qu'il est temps de faire cette revanche du sol sur les sous-sols. Il est bien entendu aussi que nous sommes une société qui a vécu aussi beaucoup de drames parce que cette guerre que nous livre
les pays voisins derrière lesquels ce n'est pas les Rwanda qui a cette capacité de mettre la RDC en difficulté, en déstabilisant comme il est fait, c'est parce qu'il y a des puissances également qui sont derrière pour différentes raisons. Mais vous savez très bien que l'Est de la République est devenu la capitale mondiale du viol, et le viol utilisé comme arme de guerre. Il y a eu beaucoup de blessures, il faut insérer la femme et la jeune fille dans notre société. La meilleure insertion, c'est par notamment aussi la création d'emplois, pour pouvoir les insérer à retrouver une vie normale. Et donc, nous avons un pays qu'il faut mettre véritablement en enchère, où toutes les opportunités sont ouvertes, sont disponibles, que ce soit dans le domaine de la problématique des forêts, notamment, donc du climat, et que ce soit dans le domaine sportif. Hier, avec l'AFD, l'Agence française de développement, j'ai inauguré d'ailleurs une célébration où, à travers les interventions de la France au plan du développement, nous avons parlé justement de l'insertion de la femme à travers notamment les sports. Et ça demande des financements, ça demande aussi là des esprits à viser dans le cadre des créations des activités, des activités dans le domaine sportif qui créent aussi des emplois. Donc, il y a des opportunités que je ne saurais pas tout énumérer ici, puisque je ne voudrais pas monopoliser la parole assez longtemps. Mais voilà un peu le résumé de ce que je voulais faire. Mais si vous voulez, vous aurez l'occasion, à travers vos questions, je pourrai rentrer dans quelques petits détails. J'ai dit et je vous remercie. OK. Vous avez fini là? Non, je suis en pause. Ah, d'accord. Bonjour. Je vous salue. Je viens chercher quelques sensations quand je suis étudiant ici il y a plusieurs années. Hein. Ah bon? Oui. Peut-être que vous m'avez eu comme étudiant alors. Non, je n'enseignais pas, j'étais étudiant. 80, vous avez fini en quelle année? J'étais étudiant en 86, j'ai enseigné en 91. Ah, moi j'étais étudiant aussi à 86. Ah ben on était peut-être ensemble. À Saint-Maur? Oui, à Saint-Maur. J'étais à Saint-Maur, oui. Ah oui. Avec qui? Avec Madame Lavallée, Madame, Vallée, Marchal, Patrick Sylvestre. Ah oui. Oh non, Aussi. Alain Pichot. Alain Pichot, en comptabilité. Ah, mais c'était mon maître, Alain sûr. Pichot. Non, moi j'aimais pas Avec Claude Leroy. Claude Leroy qui était doyen. Mais voilà mon ancien collègue. 86, on a dit se croiser. Hein. Est-ce que vous venez m'apporter Moi une j'ai médaille fait. du coup, non Pardon? Vous n'apportez pas une médaille, non? Ben ça viendra là, parce que. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, par contre. Donc moi j'ai fait toute ma scolarité là. Ouais, bah, moi aussi. J'ai fait le DEG. Patrick Sylvestre nous donnait la microéconomie Tout à fait, en première année. en première année. Madame Vallée nous donnait la macroéconomie en deuxième Absolument. année. Et puis on est monté en licence. Oui. Après on a fait. Et Moi vous j'ai n'avez fait. pas parlé de, quand même, le personnage le plus illustre de l'époque, c'est Yolande Bresson. Yolande Bresson, mais j'en ai parlé avec lui, avec le modèle Capital Temps. Il n'a pas trop marché. C'était, mais dont c'était un prophète, puisque maintenant. Pendant sa campagne électorale. Oui, Oui, je sais. Oui. Et avec le revenu minimum d'existence, je pense. oui, le modèle d'existence, le modèle temps. Oui. En- Mais on était dans le peut-être cours. dans la même classe. On était dans la même classe, le cours de c'est fou. croissance et fluctuation. Eh oui. Et vous avez fait le DA là-bas? 400. Oui, de l'économétrie Ah. appliquée. Économie appliquée, moi aussi. Économétrie appliquée. Bah, Économétrie appliquée, avec les villas qui venaient nous donner oui, Pichot. Pierre Villa, macroéconomie. Pichot faisait les cours de stratégie de politique économique. Moi, j'étais son assistant. Et je non, mais m'appelais, vous étiez en DA, m'appelais sur le Émile Ngoy. Mais on n'était pas très nombreux dans le DA. On était à je dirais 25. peut-être une 20, ouais, c'est ça. On a fait un test écrit et il y avait l'oral Ouais, tout à fait. avec Tirer un un- sujet au hasard. voilà, un prénom hasard avec un jury des enseignants. On est en train de Mais parler, c'est fou. C'était pas la semaine dernière. Hein. Ah non, c'est Moi, incroyable. J'ai suivi tous les cours. J'ai suivi tous les cours. J'avais tout en cours. Chers amis étudiants, bonjour.
Je m'excuse de manière parfaitement impromptue de surgir dans cet auditoire, mais je peux vous dire que j'étais à votre place il y a quelques années. Ce n'est pas une année-lumière, mais ça paraît comme une année-lumière parce que j'y étais la dernière fois que je suis venu ici à l'Université de Paris 12, c'était en 1999 pour venir retirer mon doctorat. Je suis en effet un pur produit de cette université, de la première année jusqu'au doctorat. Et donc, je suis heureux, une surprise de marque, que le professeur qui est en train de vous donner cours, qui est à mes côtés, c'est un ancien collègue avec qui on a fait le même cursus sans se connaître. Et donc, première année d'EG, deuxième année d'EG, troisième année licence, maîtrise en sciences économiques, option politique économique. Nous avons passé également les tests pour être sélectionnés à faire les DEA. Les DEA à l'époque, c'était 25 places, il fallait s'en disputer. Et tous les deux, je me rends compte, on a passé le même test, on a été retenus. Donc nous avons fait les DEA ensemble, et puis ensuite, il a fait son doctorat, moi-même j'ai fait mon doctorat. Moi j'avais soutenu un peu plus tard, c'était le 1er février 1999. J'avais comme directeur de thèse, il les connaît, le professeur Alain Pichot. Il y avait également le professeur Christian Desboissieux de la Sorbonne 1, qui était tuteur et rapporteur de ma thèse. Donc vraiment, je trouve ici un collègue de l'époque. Imaginez-vous, dans 30 ans, vous retrouvez avec un de vos collègues ici, ça fait de l'émotion. Voilà, moi je vis ces émotions en direct devant vous. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas possibilité de fake news. Actuellement, vous poserez la question qui suis-je. Actuellement, je mène une double carrière. Une double carrière parce que je me suis engagé à faire un doctorat parce que je m'étais donné une vocation dans la recherche. Je m'étais donné une vocation académique. Donc, si on commence sur le plan académique, je suis aujourd'hui professeur ordinaire. C'est l'échelon le plus élevé dans la carrière de professeur dans mon pays, en République démocratique du Congo. Donc, j'ai les grades les plus élevés, sauf que quand je prendrai ma retraite, je vais rentrer à l'éméritat. Donc, je suis professeur ordinaire en économie. Et j'ai été, il y a quelques années, doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa en RDC. C'est la plus grande université, c'est la plus célèbre, parce qu'avant l'indépendance, ça s'appelait Louvain, l'université de Louvanium. Et donc, c'était un peu la sœur jumelle de l'université de Louvain, en Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc, je suis resté professeur, même aujourd'hui, je suis en France comme ambassadeur de la République démocratique du Congo, en France, à Monaco, à Andorre, et également ambassadeur de la RDC à l'UNESCO. Donc, si vous êtes de passage à l'UNESCO, n'oubliez pas de passer, au bureau de la RDC. Ça, c'est sur ma présence en France actuellement comme ambassadeur. Il faut noter aussi que sur le plan politique, j'ai été tour à tour ministre de l'enseignement supérieur et de l'université de la RDC. J'ai mis en place un programme de réformes qui a prévalu en RDC de 2003 jusqu'à ces jours, où nous sommes en train de nous atteler avec des difficultés certainement pour mettre en place le LMD, qui est le système harmonisé des universités ici en Europe. J'étais également comme économiste, bien entendu, j'étais ministre de l'économie également de mon pays. Donc toute cette aventure est partie d'ici, de Créteil, parce que la France, pays de ma jeunesse, mais aussi l'université de Créteil, c'est là où j'ai passé toute ma jeunesse, comme vous. Quand je vous vois, je me vois, parce que c'est ici que l'aventure est partie pour arriver à ces petits parcours que nous avons réalisés. Et je suis fier de revenir aujourd'hui, d'être accueilli par les principaux responsables de autorités académiques administratives de cette université. Et je vous souhaite bonne chance, pas seulement maintenant, mais par la suite de votre carrière. Merci. Cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure. 3 ateliers ont fait partie de ces programmes: entrepreneuriat féminin et tradition, concilier l'héritage culturel et innovation, animé par Madame Irène Gachono. L'importance du multiculturalisme dans le succès d'un partenariat gagnant-gagnant par le professeur Thiefrid Sissoko. Innover et entreprendre en Afrique
Opportunités, défis et les clés de succès par M. Christian Koukabou et inégalité entre les potentiels économiques du marché africain et le manque de financement par M. Yvon Gachono est suivi d'un moment de convivialité, mieux connaître nos experts autour d'un déjeuner. Alors Valoris, depuis on va dire 3-4 ans, est un partenaire technique du pôle entrepreneuriat de l'université Paris-Est Créteil. Nous accompagnons une partie des porteurs de projets du pôle entrepreneuriat au quotidien et nous avons décidé depuis 3 ans de participer à l'organisation de cette activité pour promouvoir l'image du continent africain, pour promouvoir la richesse des opportunités du continent. Donc voilà nos objectifs et nous pensons en cette fin de 3e édition que les objectifs semblent atteints. Alors, vous avez animé aussi un atelier pour les femmes entrepreneurs. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez expliqué? Alors, ça a été un atelier très intéressant. L'entrepreneuriat féminin est un point essentiel au niveau des perspectives de développement de nos pays d'Afrique. Donc, il a été essentiel de faire comprendre aux jeunes étudiantes, aux jeunes porteurs de projets présentes, de leur donner les clés sur comment réussir à s'épanouir dans la vie, comment avoir les outils et les techniques pour pouvoir réinterpréter, réinventer les cultures et les traditions de nos pays pour les transformer et les moderniser et en faire des points de développement au niveau mondial. Vous avez travaillé à cette 3e édition en partenariat avec la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat des étudiants. Vous avez mis la République démocratique du Congo en honneur cette année. On a vu la présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Alors pour Valoris, quelles sont vos attentes par rapport à toute cette organisation et puis par rapport à la République démocratique du Congo? On a voulu aussi mettre en avant le pays de la République démocratique du Congo pour montrer comment l'entrepreneuriat en Afrique se développait envers et au milieu de certaines urgences, de certains phénomènes d'actualité, de montrer comment la résilience était importante dans les nations, dans certaines nations d'Afrique, pour pouvoir transformer les obstacles en opportunités. Et dans ce contexte-là, la RDC était un exemple palpant dont on a profité des informations, des perspectives et des retours. Donc ça a été très important d'avoir au cœur de notre journée un pays qui montre comment on peut concilier opportunités et défis. Et il a été aussi important de montrer aussi à la jeunesse de la RDC que nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes sur le terrain et que nous avons à cœur de pouvoir apporter l'expertise technique que nous avons aux jeunes porteurs de projets et même aux entrepreneurs de la RDC pour faire face aux défis de la montée en compétences, pour faire face aux défis de l'innovation, pour faire face aux défis actuels relatifs à l'entrepreneuriat. Donc cette journée tournée vers la RDC avait aussi pour but de pouvoir essayer de créer des liens déjà avec la RDC. Nous avions espéré que d'autres structures, d'autres organismes et que même le ministère de l'enseignement supérieur soit présent. Ça n'a pas été le cas, mais la présence de l'ambassadeur de la RDC a été pour nous une grande source de perspectives pour l'avenir en termes de collaboration et en termes de travail peut-être à l'avenir. Donc nous verrons ce que pourra donner cette journée d'ici quelques semaines et quelques mois. Et nous, on a fait avec Empreinte Capital, on s'est dit, c'est quoi le problème ? Christian, Doing Business Africa, c'est maintenant terminé. Vous avez animé un atelier. D'abord, quelles sont vos impressions pour cette 3e année? C'est plutôt une réussite, encore une fois, puisque par rapport à la dernière saison, là, il y a encore plus de monde et puis des intervenants de qualité. Et on voit l'intérêt grandissant en fait, pour l'Afrique. Et donc, ça donne envie en fait, de transmettre. Et on voit que les jeunes ont envie de venir entreprendre et ont envie de venir tenter leur chance en Afrique. Vous avez animé un atelier opportunités en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous avez expliqué ou qu'est-ce que vous avez exposé? Alors, en fait, dans l'atelier, l'idée, c'était déjà d'expliquer aux jeunes l'état d'esprit à avoir
Et puis que l'Afrique, malgré ses défis, malgré les problématiques qu'elle peut avoir, en fait, ces problématiques sont ses forces, sont aussi des opportunités. Toutes ces faiblesses qu'on expose doivent être transformées en opportunités justement de création d'entreprises. Et que c'est des continents où il y a un marché, un très gros marché, avec une population 60% moins de 25 ans. Donc il y a un marché qui consomme, donc il y a tout intérêt à venir déjà se positionner sur ce marché-là, quoi. Vous avez discuté avec les étudiants. Qu'est-ce que vous avez retenu d'eux par rapport à leur réaction à l'exposé? Alors je pense qu'il y a déjà une confusion quand on parle d'Afrique. Ils ont l'impression que l'Afrique est un pays. Donc j'ai simplement réexpliqué que l'Afrique est un continent avec ses cultures, ses diversités et que c'était très important de pouvoir adapter la stratégie en fait d'un État à un autre. Donc ça c'était plutôt très riche. Et puis la peur en fait, hein, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui en Afrique on peut y aller? Est-ce qu'on sera bien accueilli? Est-ce qu'on sera dans un marché qui est sécurisé? Voilà, c'est toutes ces problématiques-là qu'ils ont soulevées, que moi j'ai trouvé très intéressantes, auxquelles évidemment j'ai répondu. Vous êtes aussi entrepreneur, raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez quand même un parcours, l'expérience aussi que vous avez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ou si on peut faire un peu un bilan par rapport à investir en Afrique et mettons plus le focus aujourd'hui sur la République démocratique du Congo? Alors, pour être honnête, la République démocratique du Congo fait un peu peur à cause de l'instabilité politique qui existe. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait la une des actualités, donc ça refroidit un peu. Mais moi, ce que j'expliquais aux jeunes, justement, ce sont des opportunités. Parce que le Congo, c'est 2 345 000 km². Aujourd'hui, la distance qu'il y a entre, comme l'a dit aussi l'ambassadeur, entre Kinshasa et l'est du Congo, c'est 2000 km. Donc il y a de quoi faire et c'est maintenant qu'il faut aller au Congo. Malgré les difficultés, j'en suis conscient, mais il faut venir au Congo parce que les opportunités et le marché est là en fait. D'administration des entreprises là. La délégation congolaise a profité de cette opportunité pour visiter des laboratoires et des activités de recherche de l'université Paris-Est Créteil qui sont ouverts au partenariat. L'université mène une politique active de développement des partenariats internationaux, de formation, de recherche et de coopération institutionnelle, une plus-value pour les étudiants permettant d'acquérir les savoirs et les compétences nécessaires pour évoluer dans un contexte interculturel. D'administration des entreprises là, qui fait un peu d'école de commerce des facs. Oui. Maintenant, j'ai trouvé cette mode-là d'avoir des écoles de commerce au cœur des facultés. Ça s'est bien amélioré, hein? Ce labo, il est associé à la faculté des sciences et technologies et c'est un laboratoire qui contribue beaucoup au développement de l'innovation pour la transformer dans des sociétés et dans des produits. Pour favoriser l'économie de notre environnement. Et nous avons aussi une petite société qui commence à peine à s'installer. C'est jamais facile, mais c'est toujours possible. Donc, c'est là aussi, on voulait vous la présenter parce qu'on est sûr que dans les universités de la République démocratique du Congo, le transfert des technologies peut se faire aussi pour pousser dans l'économie nationale et nous voulons nous mettre à votre service aussi sur toutes les idées que vous allez pouvoir voir des collaborations ou des développements avec votre secteur. Alors, le labo, il ne finit pas là dans ce mur-là. Nous avons encore une halle sur le bâtiment P2. La faculté des sciences, nous avons P1, P2, P3, P4, comme ça. Et le seul endroit qu'on ne va pas pouvoir visiter, c'est l'animalerie. Parce qu'on est soumis à des normes de protection. Bien sûr. Si on a un chat, par exemple, on ne peut pas y aller. Et nous avons aussi cette capacité de travailler avec le milieu clinique, parce que dans nos équipes de recherche, même si on est dans ce mur-là, il n'y a pas d'hôpital, nous avons des cliniciens et des services hospitaliers qui sont attachés comme permanents dans notre laboratoire, ce qui nous permet quand même de faire des essais cliniques et puis on a l'animalerie qui nous permet quand même si c'est en ce moment la régulation dans les éthiques pour l'utilisation des animaux devient complexe, et on ne peut pas s'affranchir de ça, malheureusement, il faut quand même qu'on maintienne ce type de recherche. On va y aller très vite. Merci. Donc ici, donc je parle plus, c'est mes collègues qui vont y aller. Ah, c'est gentil, madame.
Nous sommes une plateforme spécialisée dans ce type de molécules. On fait les analyses par différentes machines. Ça, c'est technologie de pointe. Oui, autre chose, c'est que nous sommes dans le monde. Nous sommes peut-être il y a 2 ou 3 laboratoires qui font la même chose de nous. Donc ça, c'est la capacité de nous. En fait, ici, je suis membre et je suis responsable pour la plateforme avec Wilton pour faire des choses dans la plateforme. En fait, nous ferons des études en principal de glycosaminoglycane, structure, composition et fonction. Et en fait, la plateforme, c'est pas tout seul de HPLC, de masse ou quelque chose, mais aussi, par exemple, expérimental, how to say, expérimental de culture cellulaire pour faire des tests de prolifération ou pour voir la biologie de la molécule, la capacité de la molécule de faire les interactions avec différents contextes biologiques. Voilà. Okay. D'accord. Merci David. Okay. On va passer à des autres services parce qu'on a des temps, je n'ai déjà parlé beaucoup. En tout cas, merci infiniment de votre disponibilité. C'est les gens. C'est les gens. C'est bien, c'est très bien réparti. Hein? Bonjour. Et voilà, donc on a lui. Voilà, l'homme qu'on recherchait. Bonjour. Donc, moi, je suis embryologiste de développement. Donc, en fait, je m'intéresse à tout ce qui est au tout début de la vie. Et Douxé s'occupe de tout ce qui est pathologie liée à l'âge. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que tout ce qui est pathologie liée à l'âge peut être observé déjà chez l'embryon. Ah bon? Ouais, exactement. Donc, par exemple, donc on est avec tout ça? Exactement. Donc, oh là là. Tout se fait tout se décide à la naissance. À la naissance. Exactement, tout se fait dès le début. Et en fait, toutes les maladies qui viennent plus tard, alors, en fait, si vous pouvez déjà comprendre ce qui se passe avant, bah, ça vous fait gagner du temps pour une thérapie plus tard. Donc là, vous êtes dans la plateforme à la fois de protéomique, avec Monsieur Damien Vert, avec une grande machine derrière qui est justement une spectroscopie de masse qui vous permet d'étudier la structure des protéines, voire de synthétiser de nouvelles protéines. Tu peux nous dire un mot sur... En fait, avec cette machine, on analyse les échantillons qui viennent des différents laboratoires de biologie. Ça peut être des sérums, ça peut être des sangs, ça peut être des listes cellulaires. Et on essaie de savoir, d'identifier les protéines qui arrivent là. Bien sûr, ce n'est pas le hasard, c'est plutôt à la recherche de maladies. Par exemple, nous, on travaille sur plusieurs projets actuellement, comme l'amylose, par exemple, pour l'hôpital Landor, comme le cancer des pancréas. Et donc voilà, et la plateforme d'Histo qu'on commence à installer ici, c'est là qu'on peut avoir justement des cerveaux d'humains, des tissus, pour pouvoir traiter avec des technologies classiques, pour faire de l'anatomopathologie ou de l'histopathologie. Grâce à ça, je vous montrerai à l'occasion des images de coupes de cerveaux humains dans lesquelles on peut diagnostiquer, identifier. Exactement. Et est-ce que aujourd'hui on parle beaucoup de l'IA? Oui. De l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous sert dans ce que vous faites? Alors, ça nous sert à plusieurs niveaux. Douxé, qui est beaucoup plus intéressé qu'au niveau justement structure protéique pour des nouvelles molécules. Et nous aussi, pour l'analyse d'image, on peut utiliser l'IA pour essayer de vraiment distinguer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En 3D. Exactement. On fait de la microscopie en fait. Ah, et microscopie. surtout la microscopie à fluorescence. Donc on va prendre en fonction des structures, des molécules qu'on veut trouver, repérer à la surface des cellules ou des tissus en fait, pour avoir des sondes fluorescentes. Et donc en éclairant avec certaines longueurs d'onde, on va pouvoir spécifiquement, dans une autre couleur, récupérer la lumière émise par ces molécules. Donc on a des microscopes à fluorescence automatique pour faire des grandes surfaces sur des coupes. Et puis ici, c'est un microscope focal, c'est-à-dire que cette lumière émise va permettre, en analysant à différents plans, d'avoir une notion tridimensionnelle de l'observation. Rien qu'avec la lumière. Laser. Oui. Rien qu'avec la lumière. Non, je ne peux pas vous montrer, il faut être dans le noir. Tout ça. C'est très beau, c'est très beau, ça émet de la lumière.
Très bien. Et donc on peut observer plusieurs structures avec des couleurs différentes et voir si elles sont associées ou pas. Ou pas, oui. Bravo. Hein. Voilà. Bonjour. Franck Chiappini, enchanté. Merci. Je fais partie de la société OTR3 qui a été développée lorsque ça a été créé par le CRET. Oui. C'est une société de biotechnologie. Donc l'ancien professeur qui a développé le CRET et qui ensuite a été repris par le docteur, le professeur Papi Doucet-Garcia, a créé la société OTR3. Et nous avons nos locaux ici de contrôle qualité. Très bien. Et en fait, nous développons des produits qui sont vendus de par le monde pour pouvoir faire la cicatrisation des plaies cutanées, notamment chez les patients diabétiques. Ah, d'accord, qui ont des problèmes de cicatrisation. Exactement. Souvent, les patients diabétiques développent notamment des ulcères au niveau du pied. Oui. Et on a des problèmes de cicatrisation chez certains. Et avec la technologie des RGTA, donc Regenerating Agents, ça permet de mimer les éparanes sulfates qui sont dégradées dans les lésions et ça permet de pouvoir régénérer ces lésions. Et donc cette technologie a été développée ici, au sein du laboratoire. Ici? Oui, tout à fait ici. Les travaux du docteur Papi Garcia ont permis de faire cela aussi. Elle participe à des brevets aussi qui ont été mis au point grâce à la société. Et tout ça, c'est l'UPEC. Et tout ça, ça a été créé dans l'UPEC. Oui. L'université Paris-Est Créteil. Oui, exactement. C'est un exemple typique là de la collaboration entre l'université et le développement de biotechnologie. L'université Bravo, peut faire naître des technologies qui sont après envoyées au tissu industriel. Et oui, je vais vous montrer. Alors, c'est petit. On ne va pas pouvoir en tous montrer. Oui. Waouh. Allez-y. Okay. Et donc en fait ici nous avons toutes les machines de chromatographie qui permettent d'analyser donc les produits pour pouvoir les libérer sur le marché et pouvoir être ensuite vendus. Donc nous avons des pays comme l'Arabie Saoudite qui les utilisent, des pays comme l'Égypte, mais aussi des pays bien sûr européens. Et on est aussi présent en Amérique. On a des distributeurs qui vont faire des contrats avec les hôpitaux. Et les hôpitaux vont nous commander un certain nombre de kits ou de sprays selon leurs besoins. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites. Très ravi. Moi, je suis un ancien étudiant d'ici. J'ai fait toutes mes études universitaires jusqu'en doctorat. Ben, moi, j'enseigne ici. Ah, vous enseignez ici? Oui, j'ai une partie en fait avec la compagnie et j'ai été sollicité justement par le laboratoire et par le professeur Doucet Papi Garcia pour donner des enseignements. Moi-même, j'étais pendant 9 ans chargé d'enseignement ici. Ah, super, ben voilà, on est collègues. Merci, enchanté, merci infiniment. C'est fait un plaisir. Merci partagez. C'est super. Voilà, en fait, vous êtes le bienvenu. Merci. Voilà, donc là, il va y avoir une petite présentation. Ah, vous êtes donc à l'heure. Bonjour. On est à l'air. C'est grâce à Nicole. C'est grâce à Nicole. On gère bien, Alors, historiquement, en fait, les équipes dans le passé, c'était des laboratoires un petit peu éparpillés. Et puis, en fait, on s'est rassemblés pour former un seul laboratoire. Et progressivement, avec le temps, en fait, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui nous a un petit peu fédérés. Donc là, on commence à parler le même langage, que le chercheur fasse de la robotique, du réseau, du signal, l'image ou autre chose. Eh bien, il y a un point commun qui est l'intelligence artificielle. Alors, nous avons en fait un domaine d'application qui est plutôt qui domine, c'est le domaine de la santé. Quand vous arrivez en fait au lycée, ici c'est un espace plutôt en fait ouvert, et vous allez voir, tiens, il y a une cuisine, il y a des espaces là où les personnes se relaxent un petit peu, surtout en fait les doctorants, en fait, ils bossent énormément, et là vous allez remarquer que dans certains endroits, il y a des caméras, il y a des capteurs, il y a des tags RFID, ce qu'on appelle des tags RFID. Pourquoi? En fait, c'est pour on crée ce qu'on appelle un living lab.
un living lab, en fait, voilà, ça ressemble à un espace classique comme ça, mais en fait, en réalité, c'est aussi pour faire des expérimentations. Donc, l'idée aussi, c'est faire intégrer les robots qui vont être en interaction avec les personnes. Et vous voyez en fait ici un micro-ondes, puis derrière il y a une caméra, là il y a des tags, ainsi de suite, dans sur quelques éléments de la cuisine. Donc ce Living Lab, ça permet en fait d'aider, d'assister notamment les personnes âgées dans le futur. Donc on pense aussi à la maison en fait intelligente. Voilà. Et en fait, en se baladant en fait au lycée, vous allez voir à droite et à gauche, et en fait, on fait des expériences. Notamment, en fait, ici, il y a un système d'exosquelette, donc qui a été développé dans le cadre d'un projet. Et c'est quoi en fait ce système? En fait, c'est également pour aider les gens en mobilité réduite, pour marcher, pour faire quelques tâches du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc l'équipe travaille elle utilise en fait des capteurs, les capteurs infrarouges, des capteurs que l'on peut installer sur le corps humain, notamment en fait on peut mesurer ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme pour la contraction musculaire et ainsi de suite. Et ça permet en fait de faire bouger en fait ce squelette. C'est pour ça qu'on l'appelle exosquelette, donc pour assister la personne à se déplacer. Et même au niveau de la semelle, en fait, on utilise des capteurs pour mesurer les forces, et ça permet en fait à la personne de faire des mouvements. Après, en fait, j'ai dit aussi que au laboratoire, en fait, on a un certain robot. Quand vous rentrez, vous allez parfois trouver en fait un robot qui se balade pour une raison ou une autre. Donc en fait, l'application ou les applications sont nombreuses. Et puisqu'en fait, on vise un petit peu l'aspect santé et aussi on s'intéresse à tout ce qui est vieillissement, l'idée c'est de travailler sur dans des applications pour aussi l'assistance des personnes âgées. Donc vous imaginez en fait une personne âgée seule, chez elle, qui risque d'être un petit peu perdue par c'est la nature. Je sais qu'en fait il y a des experts ici, en fait Dulce qui vous a peut-être parlé de l'Alzheimer, certainement, non? Peut-être elle travaille sur des sujets comme ça. Alors on imagine que dans le futur, eh bien, il va y avoir aussi quelques robots qui vont se balader chez nous pour nous aider, interagir avec le robot, parler, et ainsi de suite. Alors, le robot, en fait, il est équipé de capteurs, des caméras, microphones, ainsi de suite. On peut facilement, en fait, identifier les visages. Avec la caméra, ça, c'est de la biométrie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Avec la caméra et puis l'intelligence artificielle, on peut reconnaître qui est qui. Voilà, nous sommes à la fin de la 3e édition de Doing Business in Africa, et vous étiez aussi là pour accompagner la délégation congolaise, pour voir un peu découvrir les installations et puis tout ce qui est au niveau de l'université. D'abord, quelles sont vos impressions? Alors tout d'abord, nous avons été très très charmés par l'arrivée de cette délégation avec son Excellence et tout le personnel autour de son Excellence. Ça a été des grands moments d'émotion. Je retiens vraiment l'arrivée dans l'amphithéâtre d'économie où son Excellence a pu voir un ancien collègue de faculté lorsqu'il suivait le même cycle jusqu'au doctorat ici à l'UPEC. Je retiens aussi la fierté qu'elle a eue à revisiter l'ensemble des locaux de l'UPEC et découvrir les nouveaux locaux de l'UPEC. Son intérêt pour tous les domaines que nous avons dans l'université. Je pense en particulier à l'entrepreneuriat étudiant. Il nous a fait une excellente conférence sur les opportunités de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. Il nous a aussi donné un regard tout à fait philosophique sur comment les jeunes doivent s'éduquer, s'auto-éduquer, mordre dans la science à pleines dents. Et c'était vraiment des véritables leçons de vie, des grands moments d'émotion. Et il s'est beaucoup intéressé à la fin de sa visite au laboratoire de sciences. Je pense particulièrement à la robotique et je pense particulièrement au laboratoire de biologie cellulaire sur les tissus, la reconstruction des tissus,
où il a eu l'occasion de visiter vraiment des unités de recherche opérationnelles et de voir toutes les opportunités de coopération que nous pourrions établir entre Kinshasa et la République démocratique du Congo en général et l'UPEC à Créteil. Voilà. Alors, en perspective, aujourd'hui, bon, l'ambassadeur est là, il y a pas mal des opportunités. Qu'est-ce que l'université aujourd'hui peut proposer, ce que vous faites avec d'autres pays aux universités de la République démocratique du Congo? Tout à fait. Alors c'est une très bonne question et c'est l'un des objectifs. Aujourd'hui, on a brisé la glace, je dirais, on a fait connaissance, on a refait connaissance avec notamment son Excellence qui avait étudié ici il y a 30 ans. Donc ça nous permet de réchauffer les relations, de reprendre contact, de se figurer ce que l'on peut faire. Je pense que maintenant, il faut qu'on arrive à une phase de déploiement d'accords et que l'on puisse regarder département par département ce qu'il est possible de co-développer en matière de recherche fondamentale, recherche appliquée, enseignement technique. Ça passe par des échanges, ça passe par des co-développements, ça passe par des dépôts de licences, ça passe aussi par des coopérations entre laboratoires. Je pense qu'on peut tout à fait coopérer avec des unités de recherche au Congo démocratique, à Kinshasa en particulier, où nous avons le pendant de nos recherches en Afrique et où, par exemple, on l'a vu sur le spatial, qui est un axe qui intéresse le Congo, nous avons des choses ici. Sur le médical, sur l'économie de la santé, on a des choses à développer. Je pense qu'il faudrait passer à une phase d'accords bilatéraux aujourd'hui, où nous pourrions très concrètement, comme vous l'avez vu dans le dernier laboratoire que nous avons visité, construire des relations de façon très simple avec des protocoles d'accord et des axes de recherche précis avec un comité de pilotage, la surveillance des autorités diplomatiques et des autorités de l'enseignement supérieur congolais afin de déboucher sous 12, 18 mois, 24 mois à des recherches et des applications concrètes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? C'était la République démocratique du Congo qui a été mise en honneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Nous sommes arrivés à la fin. Moi, je retiendrai une chose très amusante, c'est que vous savez que Kinshasa est la première ville francophone du monde, avec quasiment 20 millions d'habitants, c'est la plus grosse ville. Et en fait, avec beaucoup de modestie, toute la délégation de la République démocratique du Congo est venue ici sans en parler du tout, mais en mettant en avant les véritables avantages et les véritables richesses du Congo. Moi, je retiens aussi cette revanche du sol sur le sous-sol. Arrêtez de voir le Congo comme une énorme mine géante à ciel ouvert et voir qu'à partir du travail sur le sol, l'agriculture, la transformation agricole, la transformation industrielle, on peut commencer à trouver des axes de richesse, de développement, de mise en valeur du pays. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je retiens de la toute première conférence que nous avons eue dans l'Amphi. Par ailleurs, je pense que nous avons aussi un énorme potentiel de recherche en commun parce que je crois beaucoup à la recherche comme phase préalable au développement technique et du développement technique des applications, c'est-à-dire des applications économiques, la mise en réalité des recherches dans le terrain technique, dans le terrain de l'ingénierie et dans le terrain économique. Ce qui dit investissement ensuite, dit emploi, et qui dit emploi dit consommation et dit de façon domestique un cercle vertueux de création de richesse dans le pays. Je crois beaucoup à ça et je crois beaucoup au rôle de l'université par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup pour votre visite. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. On a eu de nombreux intervenants très qualitatifs qui, je crois, ont vraiment donné envie à nos participants, notamment nos étudiants porteurs d'un projet entrepreneurial, de s'intéresser aux opportunités d'entreprendre en Afrique. Et c'était l'objectif de la journée, donc nous sommes très contents. Cette troisième édition, vous avez mis en honneur la République démocratique du Congo. Il y a eu la présence de son Excellence, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Alors, quel était l'objectif déjà de mettre la République démocratique du Congo en honneur aujourd'hui? La République démocratique du Congo est un pays qui a énormément de possibilités, énormément de richesses, qui souhaite favoriser l'entrepreneuriat de ses jeunes. Donc, il y avait vraiment un intérêt à montrer à nos jeunes, à nous, les possibilités, et je crois que de ce côté-là, c'est réussi.
Et donc l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, qui est un ancien de l'université, nous a fait le plaisir de sa présence et ça a contribué aussi à la réussite de l'événement parce qu'il a vraiment su parler de son parcours, parler des opportunités en République démocratique du Congo avec conviction. Par rapport à l'activité Doing Business in Africa, c'est la 3e édition. Quel est vraiment l'objectif de la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat des étudiants à mettre en place cet événement? Alors, au niveau du pôle entrepreneuriat qui est dans la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant, nous accompagnons les porteurs de projets de l'université, quelle que soit leur formation, quel que soit leur niveau d'études. Et à l'origine, il se trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants de notre université qui sont originaires de différents pays d'Afrique, principalement le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest francophone et Madagascar. Et donc l'initiative de ces journées était de mettre en avant les opportunités d'entreprendre en Afrique et leur donner des clés parce que il suffit pas d'avoir une idée, mais les marchés, le côté culturel, les modes de financement ne sont pas forcément exactement les mêmes que ce qu'on peut connaître en France. Et on s'est rendu compte, là on en est à la 3e édition, que au-delà d'un public d'étudiants qui avaient des origines africaines et qui étaient intéressés par la thématique, tous les étudiants sont intéressés et découvrent souvent des perspectives pour leur projet entrepreneurial auxquels ils n'avaient pas pensé avant. Revenons sur la présence de la République démocratique du Congo. Si l'ambassadeur était là, c'est aussi pour trouver des opportunités, des partenariats avec la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que vous avez déjà un aperçu comment ces partenariats de l'Université Paris-Est secrétaire et surtout de votre pôle entrepreneuriat peut avoir avec la République démocratique du Congo? Alors, au niveau des activités du pôle entrepreneuriat, effectivement, monsieur l'ambassadeur a bien accroché. On nous a confirmé qu'il y avait une grosse envie des jeunes de République démocratique du Congo de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ici, on a un savoir-faire déjà quelques années et qu'on est prêt à partager, à mettre à la disposition notamment de l'Université de Kinshasa pour créer des formations, créer un lieu comme cette maison d'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant s'ils le souhaitent. Donc ça relève de mon périmètre. Après, c'est les responsables politiques de l'UPEC, notamment au niveau des relations internationales, qui poursuivront les discussions sur les autres aspects de collaboration. Mais monsieur l'ambassadeur est issu de la faculté d'économie et de gestion, qu'il est allé visiter. Il a retrouvé d'anciens camarades de promo. Et donc, il y a certainement un terrain favorable pour développer des relations au niveau de la faculté de gestion. Et puis, nous sommes allés visiter la faculté des sciences aussi, deux laboratoires. Donc, peut-être que ça donnera lieu aussi à des collaborations. Mais là, c'est mes collègues qui vont prendre la main. Alors, restons dans votre périmètre des pôles entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Quelles sont les formations qui sont dispensées ici? Ou Alors, ici, dans ce lieu, il y a des formations en entrepreneuriat qui ont une particularité, c'est que tous les étudiants sont porteurs de projets et que leurs cours sont organisés par rapport au fait qu'ils sont porteurs de projets ou jeunes entrepreneurs. Le but étant de les aider à consolider leur projet pour bien le lancer, ou quand ils sont déjà entrepreneurs, à les aider à développer et à savoir mieux gérer leur entreprise pour au final derrière mieux réussir. Ensuite de ça, nous accueillons au sein du pôle entrepreneuriat tous les étudiants de l'UPEC qui ont un projet entrepreneurial. Donc ça va d'étudiants qui arrivent en disant « Ah, j'ai une idée, aidez-moi à savoir si ça peut devenir un business », jusqu'à des gens qui ont créé leur entreprise
et qui viennent chez nous pour acquérir de la méthodologie pour pouvoir la développer. Pour vous donner une idée, on en a à peu près 150 cette année. Donc ils ont tout un package de prestations qu'ils viennent piocher en fonction de leur projet, des besoins qu'ils ont. Donc dans ce package, il y a déjà l'accès à un espace de coworking qui est un lieu qui leur est réservé où ils peuvent venir travailler entre deux cours sur leur projet. Ils peuvent du coup aussi créer une petite communauté d'étudiants porteurs de projets de l'UPEC, échanger entre eux, se partager des pratiques. On arrive à des entraides. Moi, je peux t'aider sur ton logo, mais j'ai besoin qu'on m'aide à construire mon site, par exemple. Donc, ils ont ensuite des entretiens individuels, donc ils peuvent prendre rendez-vous autant de fois qu'ils le souhaitent en entretien individuel sur leur projet pour dire voilà où j'en suis, là on m'a demandé de faire ça mais j'arrive pas bien, est-ce que ça va, maintenant je fais quoi, etc. On a tout un calendrier d'ateliers, donc en moyenne par mois ils ont entre 15 et 20 ateliers qui leur sont proposés, soit des ateliers qui sont organisés au sein du pôle entrepreneuriat, donc sur différentes thématiques. Ça peut être mon étude de marché, comment je fais mon étude de marché, comment je monte un questionnaire quantitatif. Prochainement, on va avoir un atelier sur les RH parce que certains vont embaucher des stagiaires pour les aider sur leur projet. Donc, comment je fais une fiche de poste, comment je recrute, comment je manage mon stagiaire. Voilà, donc il y a vraiment des ateliers très variés et puis on a certains partenariats aussi avec d'autres structures comme la Chambre de commerce, comme le Centre de l'entrepreneuriat de Choisy-le-Roi qui nous partagent certains de leurs ateliers et y accueillent aussi nos porteurs de projets. Ensuite de ça, on les accompagne sur les concours à partir du moment où ils ont élaborer un business model, ils sont en capacité d'aller présenter des concours entrepreneuriaux. Donc, on les aide à postuler à ces concours, ça les entraîne à présenter leur projet devant des experts. Et puis, quand ils sont sur le podium, ça leur permet d'avoir un peu d'argent pour financer leur projet. On a une fondation à l'UPEC aussi avec des bourses qu'on appelle les bourses UPEC Entrepreneurs, qui permettent à certains porteurs de projets de recevoir un petit financement, notamment pour se consacrer à plein temps sur leur projet. Les étudiants de l'UPEC ne sont pas riches et donc souvent ils ont leurs études, leur projet entrepreneurial et puis un job alimentaire à côté. Et donc parfois le job alimentaire les fatigue, ils consacrent moins de temps à leur projet. Donc on peut substituer ce job alimentaire par une bourse et pendant ce temps, ils ont plus de temps pour se consacrer à leur projet. On fait de la mise en réseau aussi. On a un bon tissu partenarial avec les entreprises du territoire et on met les porteurs de projets en relation avec des entrepreneurs. Alors, c'est des entrepreneurs qu'on connaît, qui sont bienveillants, qui peuvent devenir leurs premiers clients ou leur donner des conseils, leur présenter quelqu'un qui va les aider à avancer sur leur projet. Et puis, ça les entraîne aussi à côtoyer leurs futurs pairs, on va dire. Enfin, voilà, j'en oublie sûrement, mais vous avez une illustration là de différentes actions qu'on mène pour aider nos porteurs de projets à lancer leur projet avec le plus de réussite et d'efficacité. Est-ce que vous pensez tout ça, on peut les faire en partenariat avec la République démocratique du Congo? Eh bien, il faut voir les spécificités. Tout ce qui est accompagnement, les ateliers qu'on monte, etc., je pense que c'est possible. Après, il faut aussi s'adapter, enfin, c'est ce qu'on enseigne à nos porteurs de projets, il faut s'adapter au marché sur lequel on est. Et donc, moi, je suis prête à échanger avec les personnes qui voudraient porter de l'entrepreneuriat à l'université de Kinshasa pour voir quel est l'environnement là-bas et qu'est-ce qui peut être approprié ou pas, et puis partager les pratiques qu'on a ici. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Avec plaisir. Voilà.
Valoris Consulting est un cabinet de conseil avec un positionnement stratégique sur l'accompagnement des porteurs de projets, principalement dans la rédaction d'un business model et business plan, afin de fournir les informations financières utiles pour obtenir un financement. Voilà, Doing Business in Africa, 3e édition est maintenant terminée. J'espère que cette émission vous a renseigné sur la 3e édition de Doing Business in Africa, organisée par la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat des étudiants ici à l'Université Paris-Est Créteil. Portez-vous bien et à très bientôt.